Berlin, novembre 1884. Dans une salle, une dizaine d'hommes blancs se réunissent autour d'une table. Aucun Africain n'est présent. En 3 mois, ils vont décider du sort de 400 millions de personnes et tracer les frontières d'un continent qu'ils ne connaissent pas. Cette conférence va déclencher la plus grande course territoriale de l'histoire moderne, le partage de l'Afrique. Et le résultat est stupéfiant. En 1880, l'Europe ne contrôle que 10% du continent africain. En 1914, c'est 90% de l'Afrique qui est colonisée. Tout juste 34 ans pour conquérir un continent entier. Ce basculement n'est pas un simple détail de l'histoire. C'est l'un des plus grands bouleversements géopolitiques du 19e siècle. À cette époque, les grandes puissances européennes vivent au rythme des empires et de l'impérialisme. Leur objectif est clair, dominer des peuples entiers pour exploiter les richesses de territoires toujours plus vastes. Et c'est l'Afrique, immense et encore peu contrôlée, qui va devenir leur terrain principal. En moins de 30 ans, ce continent gigantesque passe presque entièrement sous domination d'une poignée de pays européens. Alors à quoi ressemblait l'Afrique précoloniale ? Pourquoi les Européens se sont-ils lancés dans une telle colonisation ? Et surtout, comment ont-ils réussi à mettre la main sur tout un continent en si peu de temps ? Avant d'aller plus loin, je vous présente le sponsor de cette vidéo qui n'est autre que le VPN que j'utilise personnellement, CyberGhost VPN. Comme moi, 38 millions d'utilisateurs l'ont déjà adopté. L'idée est simple, un réseau privé virtuel qui chiffre vos données et masque votre adresse IP. Résultat, plus de tranquillité et d'anonymat sur Internet, que vous soyez chez vous ou connecté à un Wi-Fi public. Mais ce n'est pas tout. CyberGhost VPN permet aussi de contourner les restrictions géographiques. Concrètement, ça veut dire que vous pouvez accéder à des événements sportifs, des chaînes de télé, des films, des séries ou même des animés qui ne sont pas disponibles en France. Il suffit de vous connecter à un serveur situé à l'étranger et avec plus de 9000 serveurs dans 100 pays, vous avez l'embarras du choix. Autre avantage, CyberGhost VPN est disponible partout, Windows, Mac, iOS, Android, même sur les consoles de jeux, et vous pouvez l'utiliser sur 7 appareils en même temps, de quoi faire profiter votre famille et vos amis. Et j'ai une offre spéciale pour vous, 83% de réduction et 4 mois gratuits. Et pour être tranquille, c'est garanti satisfait ou remboursé pendant 45 jours. Le lien est dans la description avec toutes les infos. Un grand merci à CyberGhost VPN de soutenir cette vidéo, et maintenant, retournons à notre sujet. Contrairement à l'idée reçue, l'Afrique d'avant la colonisation n'était pas une terre vide. C'était un continent riche et diversifié, traversé par des royaumes et des empires en tout genre. Parmi les plus puissants, l'empire tout couleur qui dominait une large partie du Mali, du Sénégal et de la Guinée, le royaume Ashanti, au cœur de l'actuel Ghana, le califat de Sokoto, vaste empire islamique en Afrique de l'Ouest, ou encore le royaume Lunda, qui s'étendait du Congo jusqu'à l'Angola et la Zambie. Ces sociétés avaient leurs armées, leurs institutions, leurs réseaux. Beaucoup préparaient des réformes sociales, administratives et militaires en cette fin de 19e siècle. Elles commerçaient entre elles, mais aussi avec l'extérieur, notamment avec le monde arabe et asiatique. Et pourtant, l'image que l'Europe en a est totalement biaisée. Jusqu'au 19e siècle, les connaissances des Européens sur l'Afrique se limitent aux côtes. Ils y installent les comptoirs pour se procurer de l'or et de l'ivoire, mais principalement pour participer au commerce triangulaire et à la déportation massive d'esclaves vers leurs colonies américaines. Mais comme on le voit sur cette carte, l'intérieur du continent reste largement inexploré. Il y est même écrit « région centrale presque entièrement inconnue aux Européens ». Et ce alors que les Européens avaient quasiment cartographié l'intégralité du monde à cette époque. Pourquoi ? Parce que la zone est dangereuse, très dangereuse. En effet, le paludisme décime jusqu'à 90% des colons et explorateurs européens qui tentent de s'aventurer dans ces zones tropicales infestées de moustiques. Et pourtant, tout va bientôt basculer. Des chimistes français isolent la quinine, qui devient la première molécule efficace contre cette maladie, et l'Europe s'apprête à entrer dans une nouvelle ère, celle de l'industrialisation massive, des rivalités impériales et de l'idéologie coloniale. Au 19e siècle, l'Europe vit une véritable révolution industrielle. Le charbon, l'acier et l'invention de la machine à vapeur donnent aux puissances occidentales une force militaire et financière sans précédent. Les usines tournent à plein régime, mais elles ont besoin pour cela de plus en plus de matières premières. Caoutchouc, coton, cuivre, cacao, des matières premières que l'Europe ne trouve plus en quantité suffisante chez elle. Désormais, pour maintenir la machine industrielle en marche, il lui faut trouver de nouveaux territoires à exploiter. D'autant plus que ces nations sont en compétition. La France veut laver l'humiliation de 1870 face à l'Allemagne, qui l'avait amputée de l'Alsace et de la Lorraine. L'Italie et l'Allemagne, jeunes États unifiés et sans colonie, veulent prouver qu'elles comptent parmi les grandes puissances. Et à l'extérieur de l'Europe, il s'agit aussi de garantir le contrôle de vastes territoires à long terme, comme le font déjà les États-Unis et la Russie. En cette fin de 19e siècle, posséder des colonies devient un symbole de prestige et de puissance. À tout cela s'ajoute une justification morale, la mission civilisatrice. Les Européens affirment avoir le devoir d'apporter la civilisation aux peuples d'Afrique et d'Orient. Derrière ce discours se cache une idéologie raciste, le darwinisme social.
Après la publication de L'origine des espèces par Darwin en 1859, certains théoriciens détournent ces idées sur l'évolution pour les appliquer aux sociétés humaines. Selon eux, il y a une hiérarchie entre les races. Les plus avancées dominent, les autres sont condamnés à disparaître, justifiant l'esclavage, la colonisation et l'impérialisme. En France, Jules Ferry incarne cette vision. Il déclare que les races supérieures ont un droit parce qu'elles ont un devoir. Un seul homme osera s'y opposer de force, Georges Clemenceau, qui lui répondra « Depuis que j'ai vu en 1870 des savants allemands démontrer scientifiquement que la France devait être vaincue parce que le français était d'une race inférieure à l'allemand, j'y repense à 2 fois avant de me retourner vers un homme et de le qualifier d'inférieur. » Mais Ferry n'en a que faire et place une partie du bassin du Congo sous protectorat français. En 1880, il fonde Brazzaville, future capitale de l'Afrique équatoriale française. Alors que la France progresse, un autre acteur entre en scène, Léopold II, roi des Belges. À la tête d'un petit royaume sans prestige colonial et coincé entre grandes puissances, Léopold rêve d'offrir à la Belgique une possession d'outre-mer. Après avoir tenté, en vain, d'acheter une colonie, il change de stratégie. Il obtient une bande côtière de 40 km et finance des explorateurs qui parcourent l'intérieur de la région et concluent en son nom une série de traités. Ces documents sont ambigus. Les chefs locaux pensent sceller des alliances commerciales ou militaires, tandis que les Européens les interprètent comme des cessions de souveraineté. Peu à peu, Léopold se taille ainsi un domaine privé au cœur de l'Afrique centrale. En quelques années, Français et Belges deviennent concurrents dans une région jusque-là peu convoitée. Cette effervescence alarme les autres puissances, comme la Grande-Bretagne, qui craint de perdre son avance commerciale, et l'Allemagne du chancelier Bismarck. Celui-ci comprend que cette course coloniale menace l'équilibre européen. Entre Français, Belges, Britanniques, Portugais et Allemands, les tensions montent. Chacun conquiert des territoires, négocie en coulisses, et le risque d'affrontement direct augmente. Pour éviter qu'une querelle coloniale dégénère en guerre entre les Européens, Bismarck décide de prendre les devants. En novembre 1884, il convoque à Berlin les grandes puissances. Ce sera la conférence de Berlin, moment fondateur du partage de l'Afrique, qui réunit 14 délégations au total. Contrairement à ce que l'on dit souvent, les frontières ne sont pas tracées à la règle et au compas lors de cette conférence. Elle fixe uniquement les règles pour les établir. On s'accorde alors sur plusieurs points. La liberté de circulation sur le fleuve Congo et le fleuve Niger, la liberté du commerce dans le bassin du Congo, et surtout, le principe d'occupation effective. Fini le temps où le pape, comme en 1494 avec le traité de Tordesillas, pouvait partager le monde entre Espagnols et Portugais d'un simple trait de plume. Désormais, il ne suffit plus de revendiquer un territoire sur une carte. Il faut l'occuper militairement et administrativement pour le revendiquer. Dès lors, chaque puissance s'empresse d'envoyer ses troupes, planter leur drapeau. C'est le coup d'envoi de ce qu'on appellera plus tard le Scramble for Africa, la ruée vers l'Afrique. En moins de 30 ans, tout change. Les Européens se lancent dans une course effrénée pour occuper le plus de territoire possible. La France prend la Tunisie, l'Algérie, une grande partie du Maroc, puis s'étend en Afrique de l'Ouest et équatoriale, sans oublier Madagascar. Le Royaume-Uni contrôle l'Égypte, le Soudan, l'Afrique du Sud et le Nigeria. L'Allemagne s'impose au Cameroun, en Namibie et en Tanzanie. L'Italie s'installe en Libye, le Portugal se consolide en Ouganda et au Mozambique. L'Espagne prend une portion du Maroc ainsi que la Guinée équatoriale. Et quant à la Belgique, elle obtient le Congo, transformé en propriété personnelle du roi Léopold II. Mais cette conquête est loin d'être pacifique. Les Européens disposent de nouveaux atouts qui changent complètement la donne. D'abord, la vapeur et le chemin de fer qui leur permettent de pénétrer plus vite à l'intérieur des terres. Puis le télégraphe qui transmet désormais des ordres et des informations en quelques minutes au lieu de plusieurs semaines. Et surtout, ils disposent de cartes précises qui recensent fleuves, reliefs et populations. À ces outils s'ajoute une stratégie politique redoutable. Le diviser pour mieux régner. Les Européens s'allient avec certains chefs locaux, exploitent les rivalités anciennes et dressent les peuples les uns contre les autres. La France enrôle les tirailleurs ouest-africains dans ses rangs, quand l'Angleterre fait venir des régiments venus d'Inde. C'est l'ironie brutale du système colonial. Des colonisés combattent pour soumettre d'autres colonisés. Et puis il y a l'arme absolue, la mitrailleuse. Des machines de mort qui permettent à une poignée de soldats d'anéantir des armées entières. Ainsi, les résistances sont nombreuses mais peu victorieuses. En Afrique de l'Ouest, le royaume du Dahomey refuse le protectorat français. Ces guerrières se battent avec acharnement mais finissent vaincus. En Afrique australe, les Zoulous infligent une défaite historique à l'armée britannique avant d'être écrasés quelques mois plus tard. Mais la conquête ne provoque pas uniquement des guerres entre les Européens et les Africains. Dans le sud du continent, la guerre des Boers voit les Britanniques affronter les colons afrikaners, descendants des premiers installés néerlandais. Derrière cet affrontement, le contrôle de l'or et des diamants d'Afrique du Sud. Il n'y a que l'Éthiopie qui parvient à mobiliser des centaines de milliers de soldats et infliger une défaite écrasante à l'Italie. Pour la toute première fois, une armée africaine moderne repousse une puissance coloniale. En 1914, c'est donc le seul pays africain, avec le Libéria, création des États-Unis, à rester indépendant. Le bilan est sans appel. 90% de l'Afrique est colonisée. En à peine 29 ans, le vol est accompli.
c'est l'âge d'or des empires. Les terres sont confisquées, les populations déplacées. Tout ceci profite aux mêmes élites coloniales pour un rendement faible et des coûts humains immenses. L'exemple le plus terrible reste celui du Congo de Léopold II. Les habitants y sont soumis au travail forcé pour extraire caoutchouc et ivoire. Ceux qui résistent ou ne remplissent pas les quotas subissent les coups de fouet, les mutilations ou l'incendie de leur village, entraînant 10 millions de morts sur la période. Et ce drame n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Si le bilan exact reste impossible à établir, la colonisation aurait coûté la vie à plusieurs dizaines de millions d'Africains. Pourtant, à Paris, à Londres ou à Berlin, on célèbre ces conquêtes comme des victoires du progrès et de la modernité. Les expositions coloniales fascinent les foules et les zoos humains exhibent les Africains comme des curiosités exotiques. Mais derrière cette vitrine de progrès, un autre héritage se prépare. Le partage du continent a aiguisé les rivalités entre puissances, des tensions qui finiront par exploser en 1914 avec la Première Guerre mondiale. Et l'impact dépasse largement cette époque. Les frontières, les langues imposées, les structures brisées continuent d'alimenter des instabilités jusqu'à aujourd'hui. Alors, une question demeure. Si l'Europe n'était jamais intervenue, à quoi ressemblerait l'Afrique aujourd'hui? Les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, ça permet de soutenir mon travail et celui de mon équipe. Et merci à CyberGhostVPN de soutenir la chaîne. Vous avez toutes les infos dans la description pour l'obtenir pour 2,03 € par mois avec 4 mois gratuits. Ça protège vos données en ligne et ça aide directement la chaîne. Quant à moi, je vous dis à dans 2 semaines.